19h30 à Cotonou. Bienvenue si vous nous rejoignez. Voici les titres de cette édition. Au sommaire de ce journal, le calvaire des populations du département du Mono. La voie à Tiémé-Agara est dans un état de dégradation très avancé. Conséquence, les usagers se déplacent avec angoisse et beaucoup de difficultés. Une de nos équipes de reportage est allée recueillir pour vous le cri de cœur des riverains. Nous alertons ce soir les pouvoirs publics. La jeunesse estudiantine à l'école du militantisme politique à l'université d'Abomey-Calavi, une initiative du groupe de réflexion alternative et perspective, a d'ailleurs entretenu plusieurs jeunes sur le rôle de la jeunesse béninoise et au sein des partis politiques. Assure également et toujours parlant des jeunes, des femmes viennent d'être embarquées dans l'exécution d'un projet sur l'initiation à l'entrepreneuriat numérique. Le dit projet a été lancé hier, ici même, à Cotonou. Ce sont là les principales articulations de ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Bonsoir à tous. Circuler sur la voie à Tiémé-Agara depuis quelques moments est un parcours de combattants face à l'état de dégradation avancée de cette route. Les populations sont dans l'angoisse et sont d'ailleurs exposées à tout risque. La situation devient extrêmement complexe et surtout en cette période de pluie où les localités longeant cette voie sont coupées du reste du monde. Narcisse Alossé et Florent Dou sont allés faire le constat. Voici les résultats du dernier déluge qui s'est abattu sur le sud de Bénin. Nous sommes sur la voie Tiémé-Adjara dans le département du Mono. Voici les résultats du dernier déluge qui s'est abattu sur le sud de Bénin. Nous sommes sur la voie Tiémé-Adjara dans le département du Mono. Selon les témoignages recueillis auprès des riverains, cette voie qui relie deux grandes communes du Bénin, Atiémé et Grand Popo, est plongée dans cet état chaque fois que Dame Nature fait parler son humeur. Et ces dernières années, quand il pleut, même à pied, tu ne peux pas traverser la voie. Et c'est une voie qui avait de gravier. Mais c'est par le temps, l'usage du temps, que les graviers, les niveleuses qui viennent arranger les voies, renvoient les graviers dans la brousse. Et vous allez constater maintenant que c'est une voie qui n'a même pas de gravier. C'est une voie qui est devenue une voie argileuse. Du coup, circuler devient un véritable casse-tête. Aucun moyen de locomotion n'est recommandé. Si tout véhicule à 4 roues est déconseillé, les 2 roues s'exposent aux chutes et notre équipe de reportage en a été témoin. Celui qui vit la mésaventure ici est un enseignant qui se rendait en cours. Je vais au cours, mais compte tenu de l'état de la voie, j'ai dû laisser ma moto pour prendre un ZIM. Malheureusement, voilà, à quelques mètres encore, je viens de faire une chute comme vous le constatez. Tout comme lui, nombre d'usagers des établissements scolaires implantés ici vivent les affres des changements climatiques. Tu quittes la maison à 6 heures, par exemple sur la voie, il a plu, tu tombes, le kaki est mouillé avec de la boue, tu vas te retenir à la maison encore. Il y a plusieurs difficultés, il y a de l'eau sur la voie, nous n'avons pas supporté l'eau, on ne sait pas par où passer pour venir à l'école. C'est vraiment difficile, c'est un calvaire de se rendre dans ce sujet-là en période de pluie et surtout lors de l'inondation. On était plus nombreux que ça, mais cette année, ils sont tous partis. Certains ont abandonné, d'autres ont fait transfert pour aller ailleurs. On risque de faire une année blanche à cause de la voie, là, si ça continue comme ça. Certains, visiblement plus avertis ou prévoyants, prennent sur eux des mesures de substitution d'habits et passent à l'acte à l'abri en cas de désagrément. Soucieux des fruits de leur rendement en fin d'année, les apprenants, eux, se disent pénalisés. À cause de l'état de notre voie, nous sommes en retard déjà dans le programme, alors qu'à la fin de l'année, nous allons composer les mêmes épreuves, surtout à l'examen, nous allons composer les mêmes épreuves. Les autres qui sont ailleurs sont déjà en avance sur nous. La préoccupation majeure ici, ce sont des cas d'urgence en cas de maladie, avec un état de dégradation aussi avancé de la seule voie qui relie leur localité au reste du monde. Usagers et riverains craignent pour leur vie. Ni l'ambulance ne peut chercher la femme en travail d'accouchement pour l'hôpital de zone lorsqu'il y a urgence. Surtout les femmes enceintes qui seront vraiment dans un état vraiment
compliqués et nous les référons. On ne sait même pas comment il faut faire pour qu'ils puissent aller à la destination, aller à l'hôpital de zone pour mieux prise en charge. Les enfants de moins de 5 ans, nous sommes tous en difficulté, on ne sait pas. Des vies humaines exposées donc au danger ici à Grand Popo et à Tiémé, faute de voies de communication. Pour des communes considérées aussi comme des greniers agricoles, des produits issus des champs sont en souffrance. Les tomates, les produits des champs restent dans les champs et se gâtent et n'arrivent pas sur la voie pour la vente. Pas de voie d'accès pour les acheminer et les écouler. Au cours de notre tournage, nous avons croisé ce sexagénaire qui revenait du champ. Le chef de l'État nous a dit que cette voie, c'est sa voie. Je veux qu'il entende le cri de détresse de cette communauté, simplement. Détresse et angoisse caractérisent donc le quotidien des usagers de la voie qui relie à Tiémé et à Djaka dans la commune de Grand Popo. Une voie argileuse longue d'une 40aine de kilomètres qui dessert plusieurs localités. Des localités qui hébergent près de 50 000 âmes ici dans le département du Mono. Situation similaire dans plusieurs départements avec la montée des eaux. Cette montée des eaux qui provoque et met en difficulté les populations. Un phénomène dû à une pluviométrie intense dans plusieurs régions du pays. Les communes lacustres comme Soava n'échappent pas à la furie des eaux qui gagnent du terrain et qui ravagent tout sur son passage. Dans la commune de Soava, seule la mairie résiste encore à l'invasion du lac Nokoué. Surplombant la terre ferme, elle est pour l'instant épargnée après seulement 12 jours de crue. Par contre, maisons, centres de santé, embarcadères, tout est sous l'eau qui cause des dégâts considérables à la population. Nous sommes habitués à la crue. Celle de cette année a pris d'ampleur. Un phénomène qui arrive tous les ans. Mais il y en a qui surviennent tous les 15 ou 20 ans. L'actuel était survenu il y a exactement 12 ans. 12 ans et des 12 ans. Pour cette année, c'est des périodes rares pendant la crue qui perturbent beaucoup la population de Soava. Donc nous sommes en train de vivre des difficiles moments. Un tel phénomène est survenu il y a 12 ans, explique la population qui ne souhaite pas parler. Les autorités craignent le pire car le niveau de l'eau peut encore monter davantage. Déjà, l'alerte rouge est donnée avec cet indicateur de niveau et aucun décès n'est signalé comme les rumeurs l'annonçaient. Nous ne déplorons aucun décès depuis le mois de juin où ça a commencé. Les eaux sont montées en l'espace de 10 jours et ça reste en furie jusqu'au mois d'octobre. Dans toutes les localités de la commune, les écoles sont au ralenti 2 semaines seulement après la rentrée. Apprenants et enseignants s'inquiètent. Il n'y a aucune école qui ne soit inondée, toutes. Ce qui fait que les difficultés se sont accrues. Accéder aux écoles actuellement, c'est vraiment un calvaire pour les enseignants, également pour les apprenants, même s'ils sont du milieu. Ce qui fait que les parents ont peur de laisser leurs enfants, surtout les petits-enfants, là, aller à l'école. Donc actuellement, les classes de CI, CP, c'est pratiquement vide. La situation n'est pas négligée par les autorités communales. À l'arrivée de notre équipe de reportage, le conseil communal était déjà en séance depuis 7 heures du matin. Et dans l'après-midi, une réunion de crise a été convoquée et à laquelle des partenaires sociaux ont pris part. Nous donnons des recommandations sur le terrain et suite à cela,
nous avons convoqué aujourd'hui même, ce vendredi 30 septembre, nous avons convoqué une réunion d'urgence qui a regroupé tous les partenaires sociaux qui sont sur la plateforme. Dans la ville de Cotonou, les quartiers longeant la berge fluviale n'en sont pas épargnés. C'est le cas de Ménotin où les habitants vivent le calvaire. Personne ne vient nous expliquer quoi que ce soit afin de nous permettre les démarches à mener. Nous sommes prêts à payer quelque chose pour être bien logés. Lorsqu'il y a la petite crue, l'eau vient jusque dans la cour, mais la grande a envahi les chambres. Comme en Ménotin, d'autres parties de Cotonou sont exposées au phénomène de la crue. Et pour la plupart du temps, les habitants sont contraints d'aller chercher d'autres abris ailleurs en attendant la décrue. Autre volet de l'actualité dans ce journal, la direction du parc national de la Pinjari a offert 50 poubelles métalliques à la mairie de Tangueta. C'est à travers l'association communale hygiène et assainissement de la localité. La cérémonie de remise de ce don a eu lieu vendredi à la mairie de Tangueta. Régis Hippolyte Agosso. 50 poubelles métalliques à l'association communale hygiène et assainissement Achar de la commune de Tangueta. Le geste émane de la direction du parc national de la Pinjari qui répond ainsi favorablement à l'une des doléances de la mairie afin de soutenir ses efforts pour une ville de Tangueta propre. Ce geste de la part de la direction du parc national de la Pinjari fait suite à une demande qui lui a été adressé par la commune en vue de soutenir l'association qui s'occupe de l'hygiène et l'assainissement de Tangueta. On est toujours aux côtés des communes riveraines pour pouvoir les accompagner dans leur action de développement au profit des communautés. L'objectif de African Park et de la direction du parc national de la Pinjari est de contribuer à une meilleure gestion des ordures ménagères dans la ville de Tangueta, vitrine du tourisme dans la Takora. Voilà pourquoi le président de l'association récipiendaire a remercié le donateur pour cet accompagnement. Merci encore une fois à PN pour son appui qui vient à point nommé et va faire un grand coup de pouce à notre association pour le bonheur des populations de Tangueta et surtout à son assainissement. Je voudrais inviter APN à continuer à nous soutenir car le transport des ordures n'est pas une mince affaire. L'autorité communale a salué la détermination et l'engagement d'African Park et de la direction nationale du parc de la Pinjari. Je remercie vraiment African Park pour tout ce qu'il fait pour accompagner la mairie, non seulement pour améliorer les conditions de vie de nos populations autour du parc, mais aussi pour faciliter à la mairie l'entretien et l'aménagement de son cadre de vie de la population. C'est très important que nous vraiment saluer cette action-là. C'est un ouf de soulagement. Vous avez déjà trouvé là, on va mettre les ordures ménagères. Maintenant, il faut qu'on trouve là, comment on va les transporter, les amener à la décharge. Ça, c'est important. Là, vous devez vraiment combler tout ce qu'on a comme vide pour vraiment être efficace au profit de nos populations. C'est un geste modeste. Il y a beaucoup de besoins qui sont là, mais progressivement, en fonction des moyens dont nous disposons, on verra comment soutenir, accompagner les efforts des communes riveraines du parc. La direction des actions périphériques du parc national de la Pinjari promet de ne pas s'arrêter en si bon chemin. Et puis on va faire un retour sur la situation des inondations au Bénin dans le département du Mono. Les autorités sont préoccupées par le phénomène et d'ailleurs qui s'observe actuellement sur une bonne partie du territoire national. Le sujet a été même au centre des échanges lors de la réunion ordinaire de la conférence administrative et départementale. Des réflexions et pistes de solutions envisagées se sont déroulées dans les locaux de la préfecture à Lokossa. Narcisse Alossé.
La gestion des inondations, la gestion des catastrophes naturelles. L'alerte donnée suite à ce phénomène cyclique vécu dans le Mono a fait mobiliser ici les membres de la conférence administrative départementale. Une mobilisation qui a été précédée quelques jours plus tôt de la mise en place des plateformes de gestion des catastrophes naturelles. Nous avons reçu le point au quotidien de la situation vécue dans toutes nos communes, et tout particulièrement dans les communes vraiment frappées durement par cette situation, en l'occurrence la commune de Lokossa, Atiémé et Grand Popo. Donc nous avons fait le point des situations, point en termes de culture dévastée, en termes de déplacement, en termes d'infrastructures socio-communautaires inaccessibles. L'eau, source de détresse des populations ici, est aussi source de vie dans sa forme potable. Et le point sur son approvisionnement dans le Mono a révélé des avancées notables. Aujourd'hui, nous sommes globalement à près de 95% de décès en milieu rural en eau. Désormais, ce ne sont plus les bonnes dames avec des bassines sur les têtes qui iront chercher les eaux, mais nous avons des infrastructures qui nous permettent d'avoir l'eau chez nous. Et il faut conscientiser maintenant les acteurs à adhérer et à s'abonner à ces diverses infrastructures pour que nous puissions apprécier l'utilité de l'exploitation de ces infrastructures. Il a été aussi question de la mise en œuvre du projet Suède dans le Mono. Le point a été fait au cours de ces assises. Nous avons sur les 60 espaces sûrs, ce sont des espaces d'échange et de formation donc, de nos filles scolarisées et déscolarisées. Sur ces 60 espaces sûrs prévus par le projet, nous avons déjà pour la juridiction de notre département installé 31 espaces sûrs qui sont vraiment opérationnels et qui reçoivent beaucoup de filles, de nos filles, donc des 6 communes du département du Mono. À ce sujet, il faut ajouter le point de la consommation des crédits au 3e trimestre de l'année 2022. L'état des lieux dans tous les domaines a été suivi des propositions ou recommandations. Nous avons eu une bonne moisson de propositions que nous allons traduire en instructions vers les différents acteurs impliqués et concernés pour que nous puissions répondre promptement, non seulement aux besoins en assistance de nos populations, mais également aux besoins de résultats de ces différents projets qui nous ont été présentés. Les membres de la conférence administrative départementale du Mono ont ainsi satisfait à ce rendez-vous statutaire qui leur permet chaque trimestre d'aborder des questions touchant la vie des populations relevant de leur juridiction administrative. Prochaine réunion le mois de décembre 2022. Et cet élément en titre, la jeunesse estudiantine à l'école du militantisme politique à l'université d'Abomey-Calavi, l'initiative signée par le groupe de réflexion alternative et perspective. Et le groupe même a d'ailleurs entretenu plusieurs jeunes sur le rôle de la jeunesse béninoise et au sein des partis politiques. La conférence s'est tenue samedi à la chaire UNESCO de l'université d'Abomey-Calavi. William Cliquant et Ederon Brevi. Lorsque le législateur dit qu'il faut 15 personnes par commune pour créer... 4 communications dédiées à l'action de la jeunesse dans la sphère politique au Bénin. Le menu proposé aux participants de cette conférence est bien varié. L'idéologie comme leitmotiv, la conviction d'entrer en politique pour valoriser ses compétences et le cadre législatif organisant la vie politique au Bénin aujourd'hui sont des axes de discussion qui ont meublé les échanges. Les jeunes ont comme l'impression que la politique n'est pas leur affaire. Et en général, s'y écartent. Mais au fond, on ne va pas en politique pour devenir champion des coups bas. On y va parce qu'on a une compétence et parce qu'on doit servir ce pays et parce qu'on doit participer à la gestion des affaires publiques. Et aller en politique pour les jeunes n'est pas forcément d'aller faire de la mobilisation. Comme chacun va avec ses compétences, forcément on sert à quelque chose au niveau de son parti politique. Soit dans les idées, dans les réflexions. Pour atteindre les objectifs de conquête et d'exercice donc de pouvoir, il faut que les partis s'appuient sur les jeunes, non pas comme des personnes qu'il faut utiliser comme des consommateurs ou des bétails pour avoir le pouvoir seulement. Il faut travailler avec eux en toute conscience. Les panels et communications ont suscité intérêt et engagement chez les participants. Au-delà de simples discours, le GRAP, groupe de réflexion alternative et perspective, a pu mettre à disposition de ces jeunes
toutes les armes pour faire une entrée réussie en politique. Il ne s'agit pas de continuer de dire aux populations d'adhérer simplement à des partis qui sont ouverts. Mais il faut également que du côté des partis, il se développe une stratégie qui vise à détecter au sein des populations les personnes, les hommes et les femmes qui se distinguent par leur influence sociale, parce que justement, sans avoir déjà adhéré à un parti, ces personnes ont réussi à, disons, changer le cours des choses au niveau des populations. La jeunesse a sa place, toute sa place au sein des partis politiques et joue un rôle d'ailleurs important pour l'atteinte des objectifs d'un parti politique et donc pour la conquête du pouvoir. Et cette conférence nous a permis de rappeler encore les rôles et responsabilités de la jeunesse, parce qu'il ne faut pas être jeune et attendre qu'on vous appelle, mais il faut aller, il faut offrir. Donc c'est aux jeunes de s'engager, de militer, de contribuer à l'animation de la vie politique. La conférence s'est tenue sous le parrainage de professeur Joseph Tchogbenou de la faculté de droit et président de l'Union progressiste Le Renouveau. Et puis les membres du réseau Inspire de l'Afrique de l'Ouest qui sont en réunion à Cotonou depuis le 27 septembre dernier. C'est un atelier de réflexion sur les stratégies de mise en œuvre du programme 2022-2026 de WSM-DGD. Les travaux ont pris fin avant-hier, ici même à Cotonou, par une présentation de chaque pays participant. Ali Moumouni et Deron Pavi. 5e et dernier jour de l'atelier de réflexion sur les stratégies de mise en œuvre du programme 2022-2026 de WSM-DGD de Inspire Afrique de l'Ouest. Priorité est donnée aux échanges d'expériences entre les différents pays membres du réseau pour consolider et uniformiser les actions afin de déterminer l'agenda commun au niveau de la sous-région. Parce que c'est la raison d'être même de ce réseau Inspire. Il y a 3 mots qui marquent vraiment ce que c'est Inspire. Un réseau thématique, un réseau multi-acteurs et un réseau bien structuré. Je voudrais remercier tous les participants, les représentants pays, Inspire, les Inspire nationaux, je veux dire, qui se sont engagés dans la mise en œuvre donc, de ce programme et qui, à travers cet atelier, se sont appropriés les grandes lignes de ce programme. Les différents pays membres ont exposé leur agenda au cours de cette dernière séance. Après le Burkina Faso, la Guinée, le Mali, le Sénégal et le Togo, c'est la présentation du Bénin qui a clôturé les débats. Inspire, c'est un réseau international qui défend le droit à la protection sociale des populations. Et si je dis droit, je dis droit. Parce que souvent, beaucoup de décideurs continuent à percevoir la protection sociale peut-être comme une espèce de charité. Mais en fait, si on regarde tous les textes légaux au niveau international, non, il s'agit bien d'un droit, un droit humain. Et tous et toutes, hommes et femmes, toutes catégories confondues, doivent pouvoir bénéficier de ce droit. Dans sa mission de protection sociale, le réseau Inspire intervient dans plusieurs secteurs, dont la santé, l'économie et la formation professionnelle. Et c'est cette diversité qui le caractérise à travers son principe multi-acteur. Et c'est ça la force de ce réseau. Parce que bien que chaque acteur ait sa spécificité et son expérience en lien avec le droit à la protection sociale, ce qui les relie ici dans le réseau, c'est qu'en apportant cette expertise, en la mettant à disposition de chacun et de chacune, on se renforce mutuellement, réciproquement. Et ça, in fine, fait aussi que nous pouvons porter cet agenda de manière beaucoup plus forte et beaucoup plus impactante. Faut-il le souligner, en dehors de ce rendez-vous qui se tient au Bénin, les membres du réseau Inspire des autres régions, aussi bien continentales que mondiales, se réunissent aussi. Tout ceci pour harmoniser leur stratégie.
Et on parle maintenant de cette journée internationale de l'alphabétisation qui est une occasion privilégiée aux acteurs de se retrouver pour évaluer les efforts et les défis afin de réduire le taux d'analphabétisation. Les manifestations officielles de la 57e édition ont eu lieu à Tangueta. Abdou Sahabi Idrissou. C'est la célébration différée de la 57e journée internationale de l'alphabétisation. Pour cette édition, les différents acteurs impliqués dans la promotion de l'alphabétisation se sont mobilisés à Tangueta autour du ministre à charge de l'enseignement secondaire pour évaluer les efforts déployés et les défis à relever en vue de faire reculer durablement l'analphabétisme au Bénin. La journée est célébrée ici au Bénin à l'instar de tous les pays du monde pour attirer l'attention de la population béninoise sur l'importance de l'alphabétisation dans le système éducatif de notre pays. Elle permet de souligner que lutter pour le droit à l'alphabétisation, c'est se battre pour le droit de tous à une réelle participation sociale, économique, culturelle et politique. Cette célébration est couplée avec le lancement officiel du programme d'appui à la gestion décentralisée de l'alphabétisation, PAGEDA 2, une deuxième phase qui, en plus des départements de la Liborie et du Borgou, précédemment touchés par la première phase, prend cette fois-ci en compte la Takora et la Donga. Nous manifestons notre fierté quant à l'extension du PAGEDA dans les départements de la Takora et de la Donga qui, à travers la gestion décentralisée de l'alphabétisation, permettra à nos nombreux artisans et artisanes de pouvoir apprendre dans leur langue maternelle. Nous espérons que le PAGEDA permettra aux communes de la Takora, du Borgou, de la Liborie et de la Donga d'exercer à terme une maîtrise d'ouvrage de l'alphabétisation telle que voulue par les lois de la décentralisation. La nouvelle vision imprimée au ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a permis d'entreprendre quelques actions significatives pour l'alphabétisation et la promotion des langues nationales. Ainsi, la mise en œuvre du volet lien alphabétisation, formation professionnelle numérique est concrétisée par la rédaction d'un référentiel intégré d'alphabétisation et de formation professionnelle en lien avec le numérique. Des efforts consentis pour inverser la donne. Pour y arriver, l'on veut désormais transformer les espaces d'apprentissage d'alphabétisation. Mesdames et messieurs, notre présence ici à Tangueta est l'occasion de repenser l'importance fondamentale des espaces d'apprentissage, d'alphabétisation pour renforcer la résilience et assurer une éducation de qualité équitable et inclusive. Par espace d'alphabétisation, il faut entendre l'environnement physique, socio-culturel et politique, les matériaux d'apprentissage, les activités nécessaires pour faciliter la création de dits espaces. Ainsi, les espaces traditionnels d'apprentissage doivent céder la place à de nouveaux espaces d'apprentissage plus adaptés aux besoins des populations. La remise d'accord de financement et PAGEDA a mis un terme aux manifestations. Une cinquantaine de jeunes femmes, je vous le disais dans mes titres, viennent d'être embarquées dans l'exécution du projet dénommé Digital Women Heroes. C'est un projet qui encourage les femmes à entreprendre dans le numérique. Le lancement du dit projet a eu lieu samedi à Bénin Royal, ici à Cotonou. Regardez. Longtemps restées en marge de l'écosystème numérique au Bénin, les femmes ont trouvé le moyen d'inverser la tendance à travers le projet Digital Women Heroes pour orienter et assister plusieurs jeunes femmes à s'intégrer dans le monde du numérique. Accompagner et faire exceller les femmes dans le numérique, l'entrepreneuriat numérique et tout ce qui va avec. Nous avons beaucoup de filles et de femmes, de jeunes femmes qui portent beaucoup d'idées, qui ont des solutions, qui pensent que le numérique est une solution
qui peut aider à résoudre des problèmes dans plusieurs secteurs, mais qui n'arrive pas à trouver toujours le support qu'il faut pour pouvoir mettre en œuvre ou mettre en place ces solutions-là. Nous commençons un programme intensif aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, un programme intensif en idéation et en prototypage, mais ça va continuer avec de l'incubation, avec plein d'autres choses. Donc, c'est une aventure qui vient de commencer. Après la phase de sélection, elles sont une cinquantaine à prendre part à ce projet innovant. Dans son approche, le projet permettra aux femmes de devenir de plus en plus décomplexées vis-à-vis de l'idée d'entreprendre et de commencer une carrière dans le numérique. Nous voulons, au travers de ce projet, vous exhorter, vous supplier, vous demander de vous engager dans l'entrepreneuriat. À travers ce projet, nous attendons élargir les opportunités du numérique aux genres féminins. Tous les participants, à travers ce projet, nous attendons élargir les opportunités du numérique aux genres féminins, tout en participant à la création d'emplois par les jeunes femmes et par la même occasion, mettre en réseau ces braves actrices du numérique. Soutenu par plusieurs partenaires, dont l'Agence belge de développement, le projet Digital Women Heroes a déjà le mérite de faire des femmes des actrices majeures du développement numérique. L'enjeu, c'est de permettre aux structures d'accompagnement de créer le cadre qu'il faut pour que vous, entrepreneurs, femmes, trouvez votre place, mais aussi vous déployez plus au niveau de vos activités. Donc l'Agence belge de développement Enabel est fière d'être là ce matin et vous remercie à tous et réitère ici l'engagement aux côtés de l'Envol, aux côtés du Women in Tech, de faire en sorte qu'au Bénin, il y ait un cadre favorable pour les femmes entrepreneurs, les femmes dans le numérique, ces héroïnes du digital. La clôture du projet est prévue pour le 5 novembre 2022, date à laquelle les femmes participantes recevront des attestations. Et pour boucler la boucle, on parle sport, plus précisément du football. Les stades du Bénin vibrent depuis quelques jours au rythme des tournois inter-arrondissements. C'est une initiative du gouvernement de la République du Bénin portée par le ministère en charge des sports. Dans le département du Koufo, le coup d'envoi a été donné au stade Omnisport de Djakotomé. Les temps forts de cette cérémonie avec Nassis Alossé. Coup de pied du préfet dans le ballon et top départ pour le tournoi inter-arrondissement des moins de 17 ans dans le département du Koufo. C'est parti pour une semaine de compétition initiée par le gouvernement pour détecter des talents afin de mieux assurer la relève au sport béninois. In fine, c'est avoir une académie sportive qui regroupera ces talents que nous avons dénichés et ils seront payés, nourris, logés, soignés. Et c'est la finalité de ces inter-arrondissements qui est différent de tout ce que nous avons l'habitude d'organiser de façon classique. Le gouvernement s'est inscrit dans la dynamique de donner vie à tous les sports. Donner vie à tous les sports. À travers les infrastructures, à travers les hommes. Et c'est ce que nous faisons maintenant. Vous voyez, nos enfants sont en train de faire une démonstration terrible. Mais ceux-là qui vont lever très haut le drapeau de notre pays, le Bénin. Ici à Djakotomé, des équipes venues des 10 arrondissements vont s'affronter autour de plusieurs disciplines, dont le football, le handball, le basketball, aussi bien au niveau des garçons que pour ce qui concerne les filles. Et il y a des sélectionnés qui sont là, les encadreurs sportifs que nous avons sur le terrain qui sont là, qui font les détections. Et après ça, nous allons reverser ça au niveau d'un panier qui nous permettra d'avoir une sélection au niveau de chaque commune dans ces différentes disciplines. Il n'est pas bon de parler d'équipes perdantes et d'équipes gagnantes. Et que nous devrions raisonner comme Nelson Mandela, qui estime que dans un jeu, dans une lutte, soit vous gagnez, soit vous apprenez des autres. Pas de laurier donc pour les meilleurs. L'objectif étant de dénicher des génies. Et déjà, l'on se montre admiratif de l'initiative ici. C'est un honneur pour nous de voir notre commune abriter le lancement de ce championnat U17. C'est une chance pour nous. Le gouvernement a permis à ce que ça se déroule dans toutes les communes. Et comme ça, dans le fin fond du Bénin, on pourra
détecter des jeunes talentueux qui pourraient valablement relever le défi dans le sport dans le futur. Et l'espoir est permis au regard du spectacle offert par les acteurs de la rencontre inaugurale. Une rencontre qui a mis aux prises l'équipe de Diakotomé 1 en maillot noir et celle de Kinkenhue en bleu ciel. Après une première mi-temps dominée mais sans réussite devant les buts adverses, les jeunes de Diakotomé 1 ont été surpris à l'aube de la seconde période de jeu sur l'une des rares occasions de but de Kinkenhue. Et le score n'a pas changé jusqu'au coup de sifflet final. Et c'est sur cet élément que s'achève ce journal. Merci de m'avoir suivi. Je profite de cette occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire au petit Emmanuel qui souffle la deuxième bougie de sa vie. Nous lui disons donc un heureux anniversaire. Quant à vous, je vous prie donc de rester connectés sur nos programmes. Déjà, toute l'info vous revient demain matin à partir de 7h à travers votre matinale préférée, Actu Matin. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir chez vous.